Bonjour à tous, je vais, brièvement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, je suis Émilie, je suis, chez Dastra depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, voilà, en tant que PSM, donc pour, tout ce qui est accompagnement client sur le logiciel Dastra et j'ai été avant, enfin j'ai été formée à la CNIL au service des contrôles et j'ai eu pendant, un petit peu plus de 3 ans, une activité de d'IPO externalisé salarié. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, on va parler, donc de, la sécurisation d'un contrat de sous-traitance. Heu, donc aujourd'hui, donc je vais rappeler, voilà, le contexte un petit peu, via une petite introduction. Après, on va parler des enjeux. Ils sont quand même assez importants quand on parle de sous-traitance. Donc sous-traitance, hein, on s'entend sous-traitance de données personnelles. Et dans un troisième et dernier point, on verra, toutes les clauses, essentielles, d'un contrat de sous-traitance, pardon. Voilà, tout ce qu'il faut bien prendre en compte, tout ce que vous pouvez négocier aussi, avec votre sous-traitant. Voilà, sous réserve d'avoir un petit peu de marge de manœuvre, ce qui est pas toujours évident quand on traite avec des Google ou des Microsoft. Voilà, mais on verra tout ça. Au niveau donc, de l'introduction, donc tout ça, pardon, pour rappeler donc, aujourd'hui, bah, ça devient un petit peu stratégique, de bien sécuriser tous ces contrats de sous-traitance parce qu'aujourd'hui, il y a quand même très peu d'organisations, de sociétés qui ne sous-traitent pas, hein, surtout en données perso. Quand on voit tous les logiciels qu'on peut utiliser, voilà, tous les logiciels RH, tout ce qui va permettre un petit peu d'équiper une société. Donc c'est, assez important. Aussi en termes de gouvernance, on verra ça un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment, que vous puissiez enfin, qu'on puisse identifier les principaux enjeux qui sont liés à la sous-traitance des données perso. Comprendre aussi, bah, toutes les clauses essentielles en matière de protection des données qu'il faut intégrer dans un accord de sous-traitance et puis, bah, que vous puissiez repartir avec une petite checklist, voilà, que vous disiez: «Bon, bah, j'ai un nouveau sous-traitant demain, qu'est-ce que, maintenant, voilà, je dois faire? Qu'est-ce que je suis censée faire pour, pouvoir bien sécuriser mon contrat et être tranquille?» Donc on non, on je dirais, comment dire? Pardon. On entend bien que, un accord de sous-traitance, c'est vraiment un accord de sous-traitance des données perso. Toutes les clauses qu'on va avoir, plus tard dans le webinaire ne constituent pas à elles seules un accord de sous-traitance. C'est vraiment, des clauses à intégrer, dans un contrat cadre, dans un contrat, voilà, beaucoup plus global, dans un accord global de sous-traitance. Là, on parle vraiment, voilà, des clauses obligatoires de l'article 28 et suivant du RGPD. Voilà, les clauses vraiment obligatoires pour bien cadrer, une sous-traitance de données perso. Je préfère, voilà, préciser cela. Donc un petit rappel, qui voilà, qui ne fait pas de mal, on dira. Donc c'est une définition du RGPD, hein. Donc un responsable de traitement, c'est, bah, la personne physique, ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui va, seul ou conjointement, donc quand on est responsable conjoint, déterminer les finalités et les moyens du traitement. Par opposition, donc à notre sujet d'aujourd'hui, par opposition, pardon, au sous-traitant, qui est donc la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, lui, va traiter des données personnelles pour le compte et au nom du responsable de traitement. Donc là, il faut bien différencier ces 2 notions. Donc quand on a un petit doute sur sur la qualité, de son partenaire, de son prestataire, est-ce qu'il est sous-traitant? Est-ce qu'il traite, pardon, des données personnelles pour mon compte, pour le compte du responsable de traitement? Vous pouvez vous baser, si vous avez un petit doute, vous pouvez vous baser sur, ces 3 critères, donc bah, qui vont être, cumulatifs. Donc si votre, partenaire agit uniquement sur votre ordre et pour, votre compte. Si, les finalités, du traitement ou des traitements, il peut y en avoir plusieurs, sont, bien propres
au responsable de traitement et selon les instructions détaillées du responsable de traitement. Si vous voulez, il ne faut pas que le sous-traitant, pardon, que la finalité du traitement soit déterminée par le sous-traitant. Le sous-traitant, il va avoir une certaine indépendance dans la manière dont il va réaliser le traitement. Et voilà, il va proposer un logiciel RH, par exemple. Il va, je ne sais pas, faire pour votre compte de la prospection commerciale. C'est un très mauvais exemple, mais c'est pas grave. Il va faire de la prospection commerciale pour votre compte. Bon, vous allez voilà, lui expliquer ce qu'il doit faire, vous allez lui expliquer ce que vous attendez de lui, mais derrière, c'est lui qui va mettre en œuvre le traitement. Par contre, tout ce qui est finalité, c'est vraiment vous, en tant que responsable de traitement, qui allez dicter, si vous voulez, qui allez vraiment donner des ordres, des instructions détaillées. Vous l'avez ici, instructions détaillées. Comment le, le mot qui est dans l'article 28 du RGPD, c'est vraiment voilà, d'avoir des directives en fait, de la part du responsable de traitement. Et on a aussi un troisième critère qu'il faut prendre en compte, c'est que donc le responsable, alors j'ai mis tiers, mais c'est plus responsable de traitement sur la diapositive, que le responsable de traitement va venir contrôler en fait les activités du sous-traitant, afin voilà, de s'assurer du respect des instructions et puis bah, bien sûr de l'accord de sous-traitance et puis bah, voilà, du contrat plus global. Donc ça, c'est vraiment la première étape, vraiment, de bien cadrer. Voilà, est-ce que j'ai mon prestataire? Est-ce que je suis en présence d'une relation? Enfin, est-ce que je suis en présence d'un sous-traitant? Est-ce que j'ai une relation de sous-traitance avec ce partenaire? Voilà, donc en détaillant, enfin, vous pouvez reprendre les trois critères qu'on vient de voir. Vous avez également vous pouvez vous aider de la définition de l'article 5 du RGPD et des guidelines donc 07-2020 de l'EDPB qui ont été adoptés en 2021, le 7 juillet. Enfin, alors, je suis plus sûre du mois et du jour, mais en tout cas, c'est 2021, ça c'est sûr. Voilà, là, ça vous permet, voilà, ça vous donne un petit peu des billes, si vous voulez, pour bien déterminer si vous êtes voilà, en présence d'un sous-traitant. Ça, c'est très important de bien déterminer, de bien cadrer le statut, et de déterminer aussi le périmètre fonctionnel et organisationnel de la sous-traitance des données. Ça va vous permettre vraiment, in fine, d'éviter les incohérences et les incompréhensions, et ça va vous permettre de bien rédiger et de bien sécuriser votre contrat. Voilà. Alors, au niveau des enjeux, donc ils sont de plusieurs sortes, enfin de plusieurs catégories, on va dire. Vous avez tout ce qui est enjeu financier, donc bah, forcément un mauvais contrat de sous-traitance, hein. Un contrat de sous-traitance qui est mal rédigé, bah, ça peut faire grimper un petit peu les coûts. Si vous avez bah, par exemple comment dire, une sous-traitance qui n'a pas été prévue initialement et qui bah, finalement vous vous rendez compte que bah, le périmètre fonctionnel ou organisationnel, hein, il est un peu plus large que prévu, bah, vous n'aviez pas forcément, enfin je dis vous, mais c'est la société, hein, votre société, vous n'aviez pas forcément prévu enfin vous n'aviez pas budgétisé cette sous-traitance en plus. Bon, voilà, vous allez avoir un petit souci au niveau de la maîtrise des coûts. Tout ce qui est aussi bah, anticipation des litiges, plus votre contrat va être clair, plus vous allez avoir un contrat bien rédigé, bah, moins vous aurez de risques de contentieux derrière. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il est important de bien cadrer au tout début. Et vous pouvez, alors ça je l'ai mis, mais c'est plus, peut-être plus aussi ça pourrait relever également d'enjeux juridiques, tout ce qui est, enfin,
c'est très important de prévoir des pénalités de retard ou de non-conformité. Si jamais, voilà, vous avez un sous-traitant qui ne respecte pas les délais qui ont été convenus à la base entre vous et lui, vous pouvez tout à fait mettre des pénalités de retard ou des clauses de non-conformité. Alors attention à ces clauses de pénalité de retard et de non-conformité parce qu'elles sont quand même assez réglementées. Notamment pour au niveau des clauses pénales, vous pouvez en mettre, mais voilà, faut, comme, comme dirait l'autre, dans la limite de la réglementation applicable. Non, non, c'est des clauses qui sont, voilà, qui sont assez, qui peuvent être assez litigieuses. Et là, pour le coup, parfois, on n'a pas forcément de marge de manœuvre on ne peut pas trop négocier ces clauses-là. Voilà, mais en tout cas, voilà, si vous avez la possibilité, vous pouvez les intégrer, tenter de les intégrer et de les rendre opposables à votre sous-traitant. Tout ce qui est enjeu opérationnel aussi, c'est important. Tout ce qui va être qualité de la prestation, notamment quand vous avez un sous-traitant qui va être, je ne sais pas, qui va être un logiciel, par exemple, de conformité des données. C'est de gestion de conformité des données. C'est important voilà, de définir les niveaux de service attendus. Et derrière, voilà, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est support, tout ce qui est assistance, d'avoir une bonne qualité une garantie fonctionnelle, en fait, une garantie de conformité au niveau du service qui est rendu par votre sous-traitant. Et puis, les modalités de contrôle aussi. Comment est-ce que vous pouvez contrôler, vous, en tant que responsable de traitement, la qualité de la prestation par rapport à ce qui était annoncé par le sous-traitant. Donc, tout ce qui est délai d'exécution, les échéances doivent être fixées. Ça, c'est assez important pour éviter les retards d'exécution. C'est ce que je disais un petit peu plus haut au niveau des pénalités de retard et de non-conformité. Donc ça, c'est assez important. Voilà, quand vous avez au niveau organisationnel, ça peut, voilà, quand c'est pas bien cadré, quand c'est pas très bien structuré au départ dans le projet, voilà, ça peut un petit peu bouger enfin, désorganiser comment dire, l'organisation interne de votre société. Alors après, bien sûr, hein, dans les contrats de sous-traitance, on le sait tous, on a des délais qui ne sont pas toujours respectés, mais voilà, il y a le contrat et il y a la théorie et la pratique, bien sûr, mais voilà, dans tous les cas, c'est quand même important d'avoir des dates d'échéance, voilà, pour justement éviter d'avoir une incompréhension des deux parties, d'avoir un litige, voilà, alors que c'est quelque chose qu'on pourrait régler. Qui aurait pu être réglé via la lettre du contrat. Et aussi, un point qui est important, c'est tout ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données. Si vous avez, voilà, faut savoir que le sous-traitant est soumis à une obligation de confidentialité et de mise en place des mesures de sécurité. Ça, oui, de mise en place, pardon, de sécurité des données. C'est l'article 32 et l'article 28 du RGPD. Voilà, il y a cette obligation-là. Ça peut être intéressant, on va le voir juste après, au niveau des clauses, de pousser plus la sécurité au niveau de votre sous-traitant, lui imposer des minima, lui imposer des prérequis de sécurité, notamment si vous avez voilà, vous avez comment ça s'appelle, des référentiels de sécurité, pardon, vous pouvez tout à fait lui imposer le respect de ces référentiels avant de signer le contrat. Voilà, donc je disais que c'est la confidentialité et la sécurité des données, c'est un point qui est crucial si des données, notamment sensibles, vont être traitées par votre sous-traitant. Après, vous avez tout ce qui est plus enjeu stratégique et réputationnel. Aujourd'hui, voilà, c'est des clauses qu'on impose de plus en plus au niveau tout ce qui est conformité RSE et éthique, tout ce qui est engagement en matière de développement durable, écologie, etc., etc. L'image de l'entreprise aussi. Si vous avez un sous-traitant qui n'est pas du tout diligent, voilà, qui fait appel, je sais pas, qui fait appel à
voilà, qui n'est pas en règle avec tout ce qui est comment, législation sociale, règles enfin, respect du droit du travail, ça peut aussi impacter votre réputation. Là, c'est vraiment, rassurez-vous, on va entrer dans le dur du dur avec les clauses, etc. juste après. Là, voilà, je trouve ça intéressant aussi d'aller un peu plus loin que l'aspect données personnelles, l'aspect RGPD, parce qu'il y a, voilà, il y a plein de choses au niveau des enjeux qui gravitent autour de l'accord de sous-traitance de données. Et c'est des points voilà, sur lesquels il faut aussi penser, enfin, pardon, auxquels il faut aussi penser voilà, quand on rédige ou quand on relie un contrat de sous-traitance, de manière globale. Au niveau des enjeux juridiques, donc là, il y en a 4 qui sont assez conséquents. Donc, en tant que responsable de traitement, vous devez vous assurer de la conformité RGPD de votre sous-traitant. Donc, vérifiez que votre sous-traitant est conforme au RGPD, puisque, in fine, le responsable de traitement est responsable, il est tenu de prouver en fait que ses sous-traitants, pardon, présente des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles. Donc c'est pour ça qu'il faut être en capacité de prouver que vous avez pris toutes les mesures pour vous assurer en fait que votre sous-traitant a mis en place les garanties suffisantes. Donc ça va être des audits de sécurité, ça va être des questionnaires de maturité RGPD, ça va être comment dire, des gros tableaux Excel auxquels votre sous-traitant doit répondre. Et ça, voilà, ça va vous permettre d'éviter les risques de contentieux et une sanction de la CNIL qui vous dirait, bah voilà, vous n'avez pas pris toutes les précautions, en fait, pour vous garantir du fait que votre sous-traitant avait mis en place toutes les mesures techniques et organisationnelles. Donc, l'obligation de conclure un accord de sous-traitance, ça, c'est une obligation qui découle du RGPD. Vous avez l'obligation donc de mentionner toutes les clauses obligatoires de l'article 28 du RGPD. Alors bien sûr, il faut les adapter au contexte, à la situation, voilà, votre situation, comment, si vous avez une spécificité aussi dans le traitement, ça c'est important. Ça va vous permettre d'organiser vraiment les rapports entre votre sous-traitant et vous et vos obligations respectives. Voilà, notamment la responsabilité en cas de manquement au RGPD et aussi de cadrer un peu plus la responsabilité conjointe que vous avez entre votre sous-traitant et vous-même. Voilà, typiquement, je sais pas, j'ai mon sous-traitant qui a fait une bêtise. Moi aussi, enfin, en tant que responsable de traitement, j'ai fait aussi une bêtise, mais pas sur le même manquement au RGPD. La personne concernée va pouvoir se retourner soit contre le responsable de traitement, va se retourner, pardon, pardon, va se retourner vers le responsable de traitement pour le manquement imputable au responsable de traitement et va pouvoir se retourner vers le sous-traitant pour le manquement imputable au sous-traitant. Donc ça va permettre voilà, d'éviter les risques de contentieux et puis les risques de blocage avec votre sous-traitant. Toujours la sanction CNIL qui plane un peu au-dessus. Donc ça va vous permettre aussi d'assurer le suivi de vos contrats et les mettre à jour régulièrement. Ça, c'est aussi important, c'est très important d'être en capacité d'avoir un listing à jour de tous vos sous-traitants actifs, d'avoir l'état de leur conformité et de pouvoir mettre à jour régulièrement le contrat via avenant si vous avez voilà si vous avez comment votre activité de traitement qui bouge un petit peu, si vous avez voilà vous vous rendez compte que votre sous-traitant vous avez besoin de lui demander des choses qui n'étaient pas prévues dans le contrat initial, dans l'accord de sous-traitance initial, vous allez devoir mettre à jour les clauses de sous-traitance pour voilà, repréciser qu'il y a un traitement en plus, il y a une finalité en plus, la base légale est différente, peut-être que vous n'avez pas la même structure pour répondre aux droits des personnes concernées sur le traitement en plus. Voilà, c'est vraiment être en capacité en fait
D'avoir une vision en fait globale et qui va vous permettre d'assurer ce suivi. Alors, c'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais je peux vous assurer qu'en pratique, c'est des points vraiment qu'il faut prendre en compte. Il faut vraiment prendre le temps c'est des choses qui sont, c'est des réflexes en fait à avoir vraiment quand on va créer des contrats de sous-traitance. Quand vous en faites un, bon, vous savez pas trop quoi mettre, vous êtes un peu, voilà, on ne sait pas trop comment gérer ça. Et au bout du cinquième, du sixième, bon, bah voilà, c'est un petit peu plus automatique. Il y a aussi donc le point 3, donc la nécessité de contrôler que votre sous-traitant ne délègue pas sans votre autorisation. Donc, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance en cascade. Vous allez pouvoir aussi trouver la sous-traitance de second rang. J'aime pas, je trouve ça très moche comme terme. Vous avez la chaîne de sous-traitance aussi. Voilà, il y a plusieurs façons de la nommer. Ici, donc, l'essentiel, c'est vraiment de venir cadrer cette clause, donc par écrit, dans l'accord de sous-traitance. C'est-à-dire que de toute façon, votre sous-traitant initial ne peut pas déléguer, ne peut pas, si vous voulez, faire appel à un autre sous-traitant, donc un sous-traitant ultérieur, sans votre autorisation. Il y a deux possibilités. Soit vous avez un système d'autorisation générale, où là, votre sous-traitant va devoir vous informer dans un temps raisonnable de tout changement ou modification de sous-traitant ultérieur. Et vous avez un délai raisonnable, généralement c'est 15 ou 30 jours, pour vous y opposer. Voilà, donc ça, pardon, et vous avez aussi l'autorisation spécifique où là, votre sous-traitant doit vous informer de tous les changements enfin, pour chaque nouveau sous-traitant, et là, vous devez accepter expressément. Donc ça, c'est cette partie-là, enfin, cette autorisation spécifique, c'est vraiment quelque chose, une procédure en fait, qu'il faut renseigner dans le contrat et qu'il faut, bah, bien sûr, voilà, qu'il faut élaborer, pardon, avec votre sous-traitant. Voilà, c'est important parce que bah, voilà, même si votre sous-traitant initial va être responsable de l'exécution de l'accord, enfin oui, de l'accord par son sous-traitant ultérieur, vous, en tant que responsable de traitement, vous restez toujours responsable de s'assurer de la conformité des sous-traitants ultérieurs. Et à ce titre, je vous invite à aller lire il y a un avis du CEPD qui est sorti en octobre 2024, il me semble, qui renforce justement cette obligation qui est mise à la charge du responsable de traitement. Alors après, je vous rassure, hein, voilà, il y a toujours des obligations qui sont pour le sous-traitant. Voilà, il doit vous fournir tout le listing de ses sous-traitants ultérieurs. Voilà, vous avez quand même, en tant que responsable de traitement, des moyens de venir contrôler plus facilement comment dire, la conformité RGPD, enfin, la mise en place de mesures techniques et organisationnelles des sous-traitants ultérieurs. Donc l'idée, c'est vraiment de venir vérifier que l'ensemble des sous-traitants ultérieurs sont conformes au RGPD, et c'est pour ça que il faut anticiper à ce niveau-là et être en capacité voilà, déjà d'avoir la liste, d'être informé de la liste des sous-traitants et d'avoir un levier en fait pour pouvoir soit venir accepter, soit venir refuser. Et puis après, vous pouvez tout à fait voilà, mettre des clauses comment dire, de pas de négociation, mais des clauses voilà, qui vous permettent de peut-être, pas de résiliation, mais en cas de, voilà, si vous refusez un sous-traitant qui vous est proposé enfin, sous-traitant ultérieur qui est proposé par votre sous-traitant, voilà, peut-être de cadrer un peu plus, de mettre les motifs. De toute façon, vous devez donner les motifs pourquoi vous refusez, mais voilà, peut-être de dire, bon, de préciser que, typiquement, voilà, vous souhaitez uniquement travailler avec des sous-traitants ultérieurs français ou dans l'Union européenne, pour éviter les transferts de données perso hors de l'Union européenne. Ça, c'est des choses qui se font en pratique. Voilà, après, tout dépend, comme je disais au début, hein,
de votre sous-traitant. Si vous traitez avec Microsoft ou Google, ça va être un peu compliqué, mais si vous avez voilà, des sous-traitants qui sont plus, un petit peu plus, enfin qui voilà, il y a des sous-traitants qui acceptent, hein. Je parle c'est une situation que j'ai vécue où on avait limité les transferts de données hors de l'Union européenne en n'acceptant que des sous-traitants ultérieurs basés dans l'Union européenne, justement, avec voilà, impossibilité de transférer les données vers les États-Unis, voilà, enfin, je dis les États-Unis parce que c'est un petit peu, c'est le pays un peu qui pose toujours des difficultés au niveau des transferts, mais vraiment de bloquer en fait pour avoir un contrôle aussi de la localisation des données. Là, j'ai remis les sanctions. C'est toujours intéressant d'avoir ça aussi dans un coin de sa tête. Donc à la fois pour le responsable de traitement et le sous-traitant en cas de non-respect des articles 28 et 29. Alors l'article 29, on l'oublie de temps en temps, c'est l'article qui dit que le sous-traitant ne peut pas agir, enfin ne peut agir que sur instruction documentée du responsable de traitement, donc grosso modo qui peut pas voilà, qui peut pas comment définir les moyens et finalités du traitement tout seul. Auquel cas, il serait requalifié de responsable de traitement et le régime de responsabilité change. Voilà, donc si jamais il y a des manquements aux articles 28 et 29, donc il y a des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, sachant que c'est toujours la sanction la plus haute qui est retenue. Sachant voilà, que si vous ne respectez pas l'article 29 ou 28, voilà, la CNIL ne va pas débarquer chez vous comme ça en vous disant allez, paf, 10 millions d'euros. Non, c'est un peu plus, c'est un petit peu plus subtil, on va dire. Mais non, non, la CNIL, bien sûr, va prendre en compte voilà, ce que vous avez mis en place, va venir, voilà, si vous êtes si c'est dans le cadre d'un contrôle sur place, voilà, elle va vous demander des documentations. D'ailleurs, elle vous demandera le contrat que vous avez conclu avec vos sous-traitants. Donc, c'est important de l'avoir sous la main quand la CNIL débarque. Voilà, c'est pas paf, la CNIL arrive, elle vous met la sanction. C'est plus, voilà, c'est plus long que ça et c'est moins, il y a tout un travail, voilà, d'investigation, d'interrogation, d'analyse, de preuve. Vous avez aussi un droit bien sûr, hein, un droit pas d'opposition, mais il y a toujours un dialogue hein, avec la CNIL. Vous avez voilà, des possibilités de faire des remarques, elle ne vous sanctionnera pas comme ça, sauf si bien sûr vous avez fait n'importe quoi, voilà, que vous n'avez pas assisté à ce superbe webinaire et que vous avez vraiment rien respecté au niveau de votre contrat de sous-traitance. Là, oui, vous avez un petit risque. Enfin, vous avez un risque. Mais voilà, mais la CNIL ne vient pas comme ça. C'est ça parce que souvent, c'est un peu moi, je voyais quand j'étais DPO externalisé, c'était oh là là, mon Dieu, on n'est pas conforme, nos contrats de sous-traitance sont pas clean, c'est pas du tout cadré, on va se prendre 2% du chiffre d'affaires. Non, c'est pas systématique. Voilà, c'est un peu plus. Il y a toujours la phase voilà d'analyse, la phase et puis c'est contradictoire hein, la procédure de sanction de la CNIL. Donc vous avez toujours moyen voilà aussi d'anticiper un peu. Mais voilà, c'est pas du tout. Faut pas avoir. Au contraire, je pense qu'il faut voir il faut voir comment l'aspect CNIL comme quelque chose qui vous permette de faire bouger les choses. C'est-à-dire que de vous préparer, d'anticiper. Voilà, et puis bah, on croise les doigts pour pas qu'elle arrive chez vous. Mais voilà, il n'y a pas bien, sauf si je vous dis, vous faites vraiment n'importe quoi, que vous avez 50 sous-traitants, pardon, que vous savez pas où vont les données, rien n'est cadré. Voilà, vous avez des sous-traitants ça fait 15 ans qui sont plus utilisés. Enfin, il y a toujours un contrat, vous payez toujours un contrat, enfin, vous payez toujours quelque chose à la fin du mois pour un sous-traitant bah, voilà, qui exerce plus, entre guillemets. Bon, là, oui, il y a peut-être un problème à la fois juridique et un problème organisationnel. Alors, j'ai remis deux sanctions qui sont assez importantes. Tout ce qui est donc sanction, pardon, pour responsable de traitement. À l'époque, c'était Monsanto Compagnie qui s'était fait un peu sanctionner en 2021. Donc 400 millions d'euros d'amende. Donc alors,
faut prendre ça avec des pincettes, hein. Il y avait un non-respect de l'article 28, mais le non-respect de l'article 28 a pas été sanctionné à hauteur de 400 000 euros. Il y avait d'autres manquements derrière en tant que responsable de traitement, mais là, cette sanction, elle est vraiment elle est importante parce qu'en fait, tous les accords conclus entre les deux sous-traitants de Monsanto et Monsanto ne contenaient pas du tout les clauses obligatoires de l'article 28. Et en plus, il y avait voilà, cette absence en fait de clause obligatoire. La CNIL a considéré que ça avait accentué l'obligation accentué l'absence d'obligation de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est une sanction qui a été assez suivie à l'époque, je me souviens. Et j'ai mis aussi une sanction d'un sous-traitant. Donc là, il y avait donc en 2022, il y avait une fuite de données médico-administratives, donc données de santé, de près de 500 000 personnes. En fait, c'était un sous-traitant qui envoyait qui envoyait en fait des fichiers contenant des données de santé de personnes à des laboratoires. Voilà, sans encadrement. Il n'y avait pas du tout ils envoyaient en fait des conditions générales de vente, il me semble. Il n'y avait pas du tout de mention de sous-traitance, il n'y avait pas du tout voilà, de clauses, les clauses obligatoires de l'article 28. Et et comment le sous-traitant, dans un second temps, avait manqué, pardon, à son obligation en fait de réaliser les traitements uniquement sur instruction du responsable de traitement. Il y avait eu une extraction en fait massive de données perso qu'ils avaient envoyées à deux ou trois laboratoires, il me semble, alors que ces laboratoires n'avaient jamais demandé cette extraction et n'avaient jamais eu l'utilité de cette extraction. Donc ces deux sanctions enfin, cette sanction du sous-traitant est intéressante parce qu'en fait, on voit que l'obligation d'avoir les articles 28 dans un dans un accord, ça vaut aussi pour un sous-traitant, puisque là, le manquement, il vient du sous-traitant et non pas du responsable de traitement. Donc, il faut aussi, bien sûr, hein, prendre compte, pardon, de la responsabilité respective de chacune des parties au regard du traitement et du contexte, hein. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que la CNIL, voilà, si vous êtes responsable de traitement, ou vous avez manqué à votre obligation, je sais pas, voilà, de donner des instructions documentées à votre responsable de traitement. Et derrière, vous avez votre responsable de traitement qui a fait n'importe quoi, puisque vous ne lui aviez pas donné des instructions documentées. La CNIL vous sanctionnera sûrement tous les deux, mais à des montants à hauteur en fait de votre faute respective. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, parce que souvent dans les contrats de sous-traitance, on a des clauses de responsabilité où le sous-traitant est responsable de tout et le sous-traitant est responsable de tout et le responsable de traitement est responsable de rien. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a vraiment des obligations pour le responsable de traitement et des obligations pour le sous-traitant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir en tête les obligations qu'on a en tant que responsable de traitement pour pas faire n'importe quoi et en fait se dire bon c'est bon, je suis responsable de traitement, c'est mon sous-traitant qui est responsable de tout et voilà, je peux aller à la plage. Non, c'est un peu plus voilà, c'est un peu pas compliqué, mais c'est vraiment une obligation. Il y a vraiment en fait un régime de responsabilité conjointe entre sous-traitant et responsable de traitement. Sachant que je le disais, hein, la responsabilité, elle sera à hauteur du manquement en fait respectif de la partie. Donc voilà, au niveau de la responsabilité, voilà, c'est de toute façon la CNIL, voilà, si elle voit une clause, je veux dire la CNIL quand elle sanctionne comme elle le veut. Je veux dire, elle va pas venir checker le contrat de sous-traitance au niveau de la responsabilité et dire ah tiens là le responsable de traitement il a dit qu'il était responsable de rien. Bon il est responsable de rien, on le sanctionne pas. Non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et heureusement. Donc ici, j'ai remis les modèles d'accords donc de sous-traitance qui existent aujourd'hui. Donc vous avez les modèles de clauses proposés par la CNIL.
donc qui sont accessibles directement sur son site internet. Donc, les clauses pardon, contractuelles type qui, elles, sont proposées par la Commission européenne, donc accessibles également sur le site de la Commission européenne. Et en cas de transfert hors de l'Union européenne, puisqu'il faut les cadrer, ces transferts, vous avez les clauses contractuelles type dédiées qui sont aussi proposées par la Commission européenne. Donc là, ces trois modèles d'accord, ce sont des clauses que vous pouvez réutiliser, bien sûr, hein. C'est fait pour ça, c'est fait pour sécuriser les relations de sous-traitance, sachant que les clauses contractuelles type sont des clauses à rajouter en plus lorsque vous avez des transferts hors de l'Union européenne. Voilà, si vous avez un transfert hors de l'Union européenne, que vous êtes dans une relation de sous-traitance, soit vous utilisez les modèles de clauses proposés par la CNIL, qui sont peut-être un peu plus simples, un petit peu plus abordables peut-être au début que les clauses contractuelles type, et y annexer les CCT qui sont proposés par la Commission européenne en cas de transfert hors de l'Union européenne. Sachant que sur ces trois modèles, vous pouvez tout à fait mettre des obligations en plus. Voilà. Et par contre, bon, voilà, ne pas supprimer des clauses qui sont indiquées comme obligatoires dans ces modèles. Pardon. Et puis, bien sûr, hein, comme je disais au début, ces clauses-là ne constituent pas à elles seules un contrat de sous-traitance. Voilà, c'est la partie vraiment sous-traitance données personnelles. Ça, enfin, ça s'inscrit dans un contrat, de sous-traitance plus global. Et puis, bien sûr, les adapter, voilà. Alors, au niveau des clauses essentielles, dans un accord de sous-traitance, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut un petit peu négocier ou pas? Enfin, et quel est l'intérêt? Quels sont vraiment les enjeux, en fait, des clauses qu'on trouve dans un accord de sous-traitance? Donc, vous avez bien évidemment, hein, tout ce qui est description du traitement. Là, ça va permettre de fixer le cadre du traitement pour le sous-traitant. Donc, c'est tout ce qui est description des finalités, le type de personnes concernées, le type de données concernées. Généralement, ça regroupe vraiment l'activité qui est sous-traitée, avec s'il y a mention s'il y a traitement de données sensibles, si vous avez la nature du traitement, ce que vous faites ce que le sous-traitant va faire avec les données. Donc ça, cette clause, elle est importante parce que ça va permettre d'éviter le risque de traitement illicite ou une finalité détournée. Et là, on sera en non-conformité au RGPD, c'est-à-dire que si vous n'avez pas renseigné la base légale du traitement qui est réalisé par votre sous-traitant, vous serez en non-conformité RGPD. Et c'est ce que je disais un petit peu avant, tout ce qui n'a pas été compris en fait dans l'activité de sous-traitance. Par exemple, vous vous rendez compte que finalement vous avez un traitement qui a lieu, mais qui n'était pas prévu à la base, dans le contrat de sous-traitance. Vous allez devoir refaire peut-être une renégociation avec votre sous-traitant. Voilà, ou du moins, il faut remettre à jour le contrat, enfin l'accord de sous-traitance, et venir rajouter ce traitement-là, avec le descriptif du traitement qui va bien, données personnelles, traitées, etc. Donc, les instructions documentées du responsable de traitement, ça va vous permettre vraiment de venir contrôler le traitement, d'éviter tout traitement non autorisé que vous n'autorisez pas, enfin que vous n'avez jamais autorisé, qui n'a pas été prévu par le sous-traitant, ou un traitement autonome de la part du sous-traitant qui viendrait en fait le qualifier en responsable de traitement. Voilà, c'est ce qui est écrit juste en dessous, ce qui va modifier le régime de responsabilité. Après, on trouve deux clauses qui sont hyper importantes. C'est la clause de confidentialité. Donc, je le disais, le sous-traitant a une obligation de garantir la confidentialité des données. Et ça passe via l'engagement contractuel de tous ses employés et tous ses sous-traitants. Vous savez, ce que vous signez, l'accord de confidentialité dans votre contrat. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est venir rajouter une clause de confidentialité renforcée
qui soient contractuels et qui perdurent même après la fin du contrat. Généralement, on est sur 5-6 ans après la fin du contrat. Ça, c'est assez important, notamment pour éviter que les données perso soient divulguées après le contrat par le sous-traitant. Tout ce qui est mesures de sécurité aussi. Donc là, j'ai englobé la notification aussi en cas de violation de données. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans un contrat de sous-traitance, de venir en fait renforcer encore plus les obligations qui incombent aux sous-traitants via l'article 26 et l'article 28 pardon, et 32 du RGPD. Ici, vous pouvez venir exiger la communication de toute la politique, tous les documents en fait, de sécurité de votre sous-traitant, donc la PSSI, tout ce qui est aussi, je disais, imposer des standards de sécurité. Si vous avez voilà, des référentiels, de sécurité, vous pouvez venir les imposer à votre sous-traitant. Tout ce qui est conditions de restitution et de destruction des données, ce qu'on appelle la réversibilité des données, ça c'est aussi hyper important de l'anticiper et de la cadrer au niveau de l'accord de sous-traitance. Tout ce qui est moyen pour vérifier l'effectivité des garanties qui sont offertes par le sous-traitant, par exemple des audits de sécurité, combien est-ce qu'on va en faire dans l'année, comment on va les faire, sur quel périmètre ça va porter, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir auditer. Tous les certifications de l'organisme aussi, s'il en a, type ISO 27001, si vous avez aussi un sous-traitant qui est certifié HDS, hébergement de données de santé, pardon, et tout ce qui est certification des compétences du DPO, voilà, s'il en a. Ça peut être aussi des bons moyens pour prouver que vous avez voilà, mis en place des moyens pour garantir, pour vous assurer en fait de la conformité au RGPD de votre sous-traitant. Voilà, tout ce qui est aussi gérer tout ce qui est gestion et notification des violations de données. Ça, c'est aussi hyper important. C'est-à-dire, voilà, j'ai mon sous-traitant, il a une violation de données, qu'est-ce qu'il doit faire, quand est-ce qu'il me prévient, voilà, pour anticiper aussi. Anticiper la révision des mesures de sécurité aussi, ça c'est important, et délimiter l'assistance du sous-traitant en matière de sécurité, parce qu'il a aussi une obligation d'assistance du responsable de traitement. Voilà, donc voilà, au niveau s'il n'y a pas toutes ces mesures, toutes ces clauses, enfin toutes ces informations en fait qui sont pas précisées dans le contrat, voilà, vous pouvez vous exposer à des risques pour les données perso, notamment sensibles, tout ce qui est violation de données non anticipées et mal gérées. Hein. Voilà, quand vous avez un sous-traitant qui vous notifie 4 jours après qu'il a une violation de données, bon super, mais bon je suis hors délai pour notifier à la CNIL, bon super, je suis en risque. Alors que si on avait cadré ça 24 heures, 24 ou je sais pas, 38 heures, 36 heures pour notifier, peut-être qu'on aurait pu anticiper un peu plus, qu'on aurait pu notifier à la CNIL et qu'on aurait pu mettre en place voilà, des mesures de sécurité pour limiter l'impact en fait de la violation. Puis bien sûr, hein, vous aurez une perte de confiance entre les deux parties. Ces mesures-là, l'obligation de confidentialité et l'obligation de sécurité, elles doivent être mises en place, prises par le sous-traitant dès la conception du traitement et être vraiment adaptées au risque. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir des mesures de sécurité qui soient adéquates et qui permettent vraiment de pallier aux risques identifiés. Après, donc, vous avez l'assistance du responsable de traitement aux obligations RGPD du responsable de traitement. Donc, ça va être typiquement tout ce qui est gouvernance opérationnelle afin de respecter vos obligations en fait en tant que responsable de traitement. Voilà, le sous-traitant est censé vous aider lors d'une réalisation d'analyse d'impact pour tout ce qui est consultation préalable de l'autorité de contrôle aussi. Donc ça, c'est important de bien cadrer aussi, d'expliquer concrètement dans le contrat comment est-ce que ça se met en place, voilà, voilà, dans quel délai, est-ce que c'est voilà,
Est-ce que les analyses d'impact, dès qu'il y en a une à faire, c'est systématique, vous demandez une aide du sous-traitant. Voilà, c'est des choses vraiment comme ça qui vont vous permettre d'être un peu plus opérationnel au niveau de la gouvernance RGPD et puis bah, aussi voilà, garantir le respect du RGPD par l'aide de votre sous-traitant. Le sort final des données, je disais, il faut cadrer la réversibilité, c'est important. Ça va vous permettre d'éviter, de vous assurer en fait que les données que vous avez transmises à votre sous-traitant dans le cadre de la mission ne soient pas conservées ou exploitées pour des finalités que vous ignoriez totalement. Après la fin de la mission, il faut prévoir les modalités techniques de cette restitution. Est-ce qu'on est sur une suppression sécurisée? Est-ce qu'on est sur une anonymisation totale des données? Et une chose importante, demander une attestation de suppression ou de restitution à votre sous-traitant. C'est des choses qui sont en mesure de faire. Et la CNIL, voilà, vous pourrez voilà, prouver à la CNIL que vous l'avez que vous l'avez demandé, et ça, c'est assez important. Au niveau donc de l'audit, vous allez pouvoir venir cadrer, délimiter le périmètre et les modalités d'audit pour vérifier le respect du RGPD. Vous allez pouvoir, ça va vous permettre de contrôler en fait la conformité de votre sous-traitant, de respecter votre obligation d'accountability, de maîtriser les risques aussi. Parfois, en faisant des audits, on se rend compte qu'il y a une faille de sécurité à tel endroit. Et ça va vous permettre de demander à votre sous-traitant de mettre en place des palliatifs et d'éviter une potentielle violation de données via l'audit. Et puis aussi un renforcement de la relation contractuelle. Et puis peut-être d'essayer ça peut être aussi un moyen de communication avec votre sous-traitant, de réaliser des audits. Au niveau du droit des personnes concernées, c'est aussi important d'organiser l'aide en fait de votre sous-traitant, de mettre en place des fonctionnalités aussi qui permettent de répondre aux demandes facilement et rapidement, parce que rappelez-vous, vous avez 1 mois pour répondre aux personnes concernées. Donc, si votre sous-traitant, c'est lui qui a les données, c'est lui qui est capable de les supprimer, faut peut-être mettre en place en fait une organisation voilà, qui répond à la personne concernée, qui gère le traitement de la demande, parce que bien souvent, c'est les sous-traitants qui ont les données et qui ont la possibilité de la supprimer. Le responsable de traitement n'a pas forcément le accès à la donnée qui est traitée. Donc ça, c'est aussi important. Et puis 1 mois, ça passe très très vite. Puis vous pouvez pas, voilà, à chaque demande de personnes concernées, dire que voilà, demander le délai de 2 mois en plus pour des demandes complexes. Ça, devant la CNIL, ça passera pas. Vous avez également donc, l'obligation de transparence du sous-traitant. Donc ça, c'est vraiment votre sous-traitant doit être en mesure à tout moment de vous donner toutes les informations et documents nécessaires pour prouver qu'il respecte son obligation d'accountability. Pour respecter, qu'il démontre qu'il respecte ses obligations. Et il permet la réalisation d'audits de la part du responsable de traitement. Alors, vous pouvez aménager la responsabilité, j'en parlais un petit peu au début, sachant que, en tant que responsable de traitement et sous-traitant, vous pourrez écarter votre responsabilité si en fait le fait qu'a provoqué le dommage ne peut pas vous être imputé. C'est-à-dire que vous avez une limite de responsabilité à uniquement la faute que vous avez commise et qui vous est imputable. Après, au niveau du contrat, vous pouvez tout à fait prévoir des régimes de preuve aussi, si vous êtes sur une obligation de moyens, si vous êtes sur une obligation de résultat, comment est-ce que votre sous-traitant, est-ce qu'il a une responsabilité plus étendue? Vous pouvez prévoir une entière responsabilité si jamais vous avez un sous-traitant et vous qui avez fauté sur le même manquement au RGPD, sachant qu'après, la personne concernée va pouvoir se retourner uniquement soit vers le responsable de traitement, soit vers le sous-traitant. Et après, vous pourrez demander le remboursement du prorata à votre sous-traitant. Ça, c'est des choses qui se font aussi. Et puis, aussi mettre en place des mécanismes de conciliation, de médiation. Ça se fait aussi. Ça se fait aussi dans les contrats. Après, vous avez tout ce qui est
Imposer des outils respectueux aussi. Votre sous-traitant, bah, il doit mettre en place des solutions et des outils respectueux des données personnelles. C'est-à-dire que bah, si vous avez par exemple un sous-traitant qui fait des envois de newsletters à vos clients, bah, il doit mettre en place une interface où le client ou l'utilisateur, enfin le client, pardon, bah, va pouvoir se désabonner de la newsletter et des mails qu'il reçoit. Voilà, ça et c'est très important ou même, bah, si vous avez, je sais pas, vous êtes sur une application, je sais pas, un logiciel RH, bah, vos salariés voilà, sont censés pouvoir modifier leurs données perso si jamais il y a un changement d'adresse, etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut aussi avoir en tête avant de signer un contrat de sous-traitance. Et puis, bah, je disais cadrer la sous-traitance ultérieure, hein. Voilà, pour éviter de perdre le contrôle en fait et d'avoir des traitements dans tous les sens sans que vous ayez vraiment déjà l'information et puis voilà de ne pas pouvoir aller vérifier la conformité parce que vous n'avez pas été informé de la part de votre sous-traitant. Et puis, c'est aussi hyper important parce que votre sous-traitant, en fait, le sous-traitant ultérieur va être soumis aux mêmes obligations que votre sous-traitant initial. C'est-à-dire que tout ce qui est, toutes les obligations en fait, de votre sous-traitant vont être aussi à la charge de votre sous-traitant ultérieur. Il va être soumis aux mêmes obligations de sécurité, aux mêmes obligations de respect du RGPD. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de bien cadrer au début les obligations que vous imposez à votre sous-traitant pour qu'après, bah, il soit obligé en fait, d'imposer les mêmes choses aux sous-traitants ultérieurs. Et puis, bah, je disais, voilà, quand même, essayer, dans la mesure du possible, de limiter les transferts hors de l'Union européenne. Ça, voilà, par exemple, même si vous utilisez, bah, même si on sait qu'ils le font, mais voilà, de vraiment localiser bah, l'hébergement de vos données dans l'Union européenne, voilà, vraiment une maîtrise sur où sont vos données perso. Ça, c'est dans les faits, moi, en tant que DPO, j'ai eu le nombre de sociétés où j'ai vu, ils savent pas où sont leurs données, ils savent pas sur quel serveur c'est, ils savent pas où c'est hébergé. Ça, voilà, je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est quelque chose de très important pour pouvoir garder après la maîtrise sur ces données. Voilà, alors ici, je vois qu'il est 55. Je vais passer très rapidement. Ici, voilà, de toute façon, vous aurez accès hein, à la présentation. Ça, c'est voilà, un petit plan, petite to do en fait, pour savoir comment vérifier et prouver la conformité de vos sous-traitants. Voilà, donc bah, déjà, voilà, préparer un audit, envoyer des questionnaires de conformité, analyser tout ce qui est documents fournis par votre sous-traitant, les audits sur site si c'est nécessaire, faire des rapports d'audit et des plans d'action, qu'est-ce qui va pas au niveau de votre sous-traitant, proposer des plans d'action aussi, échanger avec les sous-traitants et avoir un suivi régulier de la conformité de vos sous-traitants. Ça, c'est aussi hyper important. Là, je vous ai mis bah, comment sécuriser un contrat de sous-traitance. Donc, bah, recenser tous les contrats, constituer une équipe d'audit. Voilà, si vous êtes, si ça peut être intéressant. Vérifier la conformité RGPD. Donc là, je vous ai remis toutes les clauses qu'il faut bien vérifier. On vient de voir, analyser les contrats, voilà, quels sont les écarts, quels sont les risques aussi. Est-ce qu'il y a des risques juridiques, est-ce qu'il n'y a que des risques juridiques ou est-ce qu'il y a des risques opérationnels, financiers aussi. Rédiger un rapport d'audit, voilà, ça c'est aussi important. Et ça, et en cas de contrôle CNIL, ça vous fera des preuves. Le RGPD, c'est de la documentation. Le RGPD, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentation. Donc, il faut être en capacité de prouver en fait les actions et les mesures que vous mettez en place auprès de la CNIL. Donc, en sixième point, vous avez mettre en place des actions correctives, pardon. Donc, typiquement, des plans d'action. Il faut aussi budgétiser hein, les plans d'action. Et puis, assurer un suivi régulier au niveau de vos contrats. Voilà. Donc, et puis, ça peut être aussi intéressant d'avoir vraiment un closier un peu harmonisé avec des clauses toujours un peu les mêmes clauses que vous imposez à vos sous-traitants
Après, je sais que dans des grosses structures, dans des grosses sociétés, c'est prévu par ce qu'on appelle les BCR ou les codes de conduite, voilà, ou vous avez les 10 pieds, les accords de sous-traitance qui sont assez harmonisés quand vous avez des filiales. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant, voilà, que vous constituez un petit closier, enfin petit, un closier, avec voilà, les clauses, modèles de clauses que vous souhaitez imposer à vos sous-traitants. Ça vous permettra de gagner du temps. Et puis aussi, bah, voilà, si vous entamez des processus de négociation avec votre sous-traitant, voilà, de gagner un peu de temps. Et puis, une chose aussi fondamentale, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment de former vos équipes et de vérifier aussi la formation de votre sous-traitant. Est-ce qu'il a bien formé ses salariés au RGPD? Est-ce qu'il a bien formé les équipes juridiques, commerciales? Voilà, ça c'est aussi une partie qu'on oublie au niveau d'un contrat de sous-traitance. Mais c'est, voilà, le sous-traitant a une obligation aussi de formation de ses salariés. Et ça, voilà, vous pouvez aussi peut-être voilà, pousser un peu aussi sur cet aspect-là dans vos contrats de sous-traitance. C'est hyper important dans les faits. Voilà, donc si on résume un peu, vous avez donc, bah, il faut définir le cadre contractuel, il faut vous assurer pardon, de la conformité de votre sous-traitant avant de rédiger quoi que ce soit et signer un contrat avec lui. Rédiger le contrat de sous-traitance avec les clauses obligatoires qu'on a vues, en ayant une attention particulière bah, sur vos obligations et votre responsabilité, hein, parce que vous n'êtes pas exonéré en tant que responsable de traitement. Suivre les contrats et les réviser si besoin. Et donc, d'où l'intérêt bah, d'avoir des contrats à jour et d'avoir la capacité voilà, de savoir où vous en êtes au niveau des contrats. Et un point essentiel aussi, c'est de documenter tous les échanges que vous avez avec vos sous-traitants, de conserver toutes les preuves, voilà, de maintenir à jour aussi une documentation interne sur les sous-traitants actifs, leur mission et leur niveau de conformité. Donc, ça va avec le point de suivi des contrats. Voilà, mais vraiment de documenter, de prouver, de tracer, de conserver les mails, de tracer les appels téléphoniques aussi s'il y en a, voilà, de faire des comptes rendus, voilà, c'est vraiment hyper important. Et puis bah, de garder hein, en archive voilà, tous les contrats signés, les avenants, les rapports d'audit aussi, c'est hyper important, et de conformité. Voilà. Donc, juste je sais, il est midi, je suis désolée, juste voilà, pour vous expliquer un peu avec Dastra comment vous allez pouvoir gérer, donc, dans un premier temps, la conformité de vos sous-traitants. Donc, ça va se passer avec le module questionnaire. Vous allez pouvoir créer des modèles d'audit. Donc, soit créer des modèles de A à Z ou utiliser ceux qui sont proposés par Dastra. Vous les envoyez à vos sous-traitants de manière régulière. Vous allez pouvoir analyser leur conformité et visualiser les écarts avec le RGPD. Je sais il y a des participants qui le font déjà avec Dastra. Donc, bah, et puis piloter voilà, vos plans d'action directement depuis Dastra pour réduire les risques que vous avez déterminés. Puis bah, documenter, hein, puisque c'est conservé sur Dastra et c'est tracé, documenter la conformité des sous-traitants pour respecter l'obligation d'accountability que vous avez. Et vous pouvez tout à fait aussi mettre en place un préavis fiable mettre à disposition en fait, de vos sous-traitants les différents questionnaires de maturité pour évaluer leur conformité. Et dernière petite chose, donc comment est-ce que vous pourriez piloter vos contrats de sous-traitance avec Dastra? Là, ça se passe au niveau du module contrat. Vous allez pouvoir créer des contrats, soit en utilisant les modèles prédéfinis, enfin proposés par Dastra. Donc, il y a les CCT, les accords, enfin le modèle de la CNIL, et on a également intégré les clauses contractuelles type en cas de transfert. Donc, vous allez pouvoir rattacher vos contrats au bon service, à la bonne unité organisationnelle pour ceux qui ne sont pas encore utilisateurs de Dastra. C'est en fait le service RH, service commercial, etc., où vous allez pouvoir avoir votre contrat. Vous allez pouvoir mettre en place un système d'étapes pour suivre l'état de votre contrat, le statut, est-ce qu'il est signé, est-ce qu'il est en état brouillon, est-ce qu'il faut que je le révise, associer le contrat à un actif à un sous-traitant.
Ça vous permettre, voilà, de voir, en fait, quel contrat est rattaché à tel sous-traitant. Ça va vous permettre de gagner du temps, d'attribuer donc, les rôles aux utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont venir, avoir un rôle, en fait, sur Dastra. Est-ce que je suis rédacteur? Est-ce que j'ai juste besoin d'être informé, du statut de ce contrat? Mettre en place un process de signature. On a une intégration avec DocuSign qui vous permet de mettre en place une signature électronique, pardon, sur Dastra. Et puis, vous pouvez réviser régulièrement les contrats avec un indice de fraîcheur, voilà, qui vous permet en fait de revoir à intervalles réguliers tous vos contrats. Et puis, toujours de mettre en place un privacy hub avec un questionnaire de déclaration de nouveaux contrats, voilà, qui peut être intéressant aussi à mettre en place. Alors, il est 18. Je propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour votre participation. Vous étiez très nombreux. J'espère que voilà, ce webinaire vous aura permis de voir un petit peu plus clair au niveau de vos contrats de sous-traitance. On vous met à disposition donc, le replay du webinaire et puis les supports, enfin le support pour que vous puissiez le réutiliser. Voilà, moi je reste disponible par mail, donc je vais vous le remettre pardon, dans la conversation ici. Et puis n'hésitez pas aussi, voilà, si vous avez, voilà, si le module si le module contrat vous intéresse, on peut voilà, vous faire une petite démonstration un peu plus poussée. Voilà, donc faut vraiment pas hésiter à à me recontacter ou directement le service commercial de Dastra. Voilà. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent appétit et à très vite. Au revoir.